Bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi pour cette conférence. Aujourd'hui, pour mon talk, je vais vous parler d'API HTML, en particulier de Popover API. C'est un sujet que j'ai pu découvrir il y a quelques temps et qui a piqué mon intérêt. C'est l'une des fonctionnalités qui m'a interpellé le plus et qui est maintenant de plus en plus disponible sur tous les navigateurs récents. Et pourquoi ça m'a intéressé, c'est parce que aujourd'hui, on est confronté au quotidien à la réalisation d'interfaces plus ou moins complexes qui répondent à un besoin, qui sont accessibles et agréables à utiliser. Ce n'est pas toujours évident de mettre en place ce type d'éléments et c'est toujours intéressant d'avoir des évolutions dans les langages dans lesquels on travaille chacun, que l'on pratique en tant que développeur afin d'améliorer notre expérience. Et pour moi, Popover API, c'est une des très bonnes évolutions qui est apparue parce que ça apporte pour moi un petit truc en plus qui fait que l'expérience développeur va s'améliorer, va sortir un petit peu de l'ordinaire. Et donc, comme le dit le titre, on va voir pourquoi ça apporte un petit peu une renaissance par rapport aux fenêtres contextuelles que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Et donc, je suis Josiane Makelele et donc je suis ingénieure front-end chez Equino. Donc, on va faire un petit retour aux sources et on va essayer de revenir un peu dans l'histoire de ces fenêtres, de cet élément qui est intégré dans les pages aujourd'hui, que vous voyez tous les jours quand vous naviguez sur Internet, pour revoir un petit peu comment on est passé de ce type de fenêtre-là, pour les vétérans qui ont connu l'intégration de ce type de fenêtre, ou qui connaissent encore peut-être ça aujourd'hui. On est d'accord, c'est pas terrible. Pour arriver aujourd'hui à ce type d'intégration qui est déjà beaucoup mieux, beaucoup plus agréable à regarder, et aussi à pouvoir intégrer de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fenêtre contextuelle ? Une fenêtre contextuelle, c'est une fenêtre qui s'affiche quand on navigue sur un site ou sur une application. Elle peut s'afficher de différentes manières, que ce soit lorsque l'on navigue sur une page au chargement de la page. Il y en a certaines qui s'affichent à un certain moment lorsque l'on est inactif sur la page pendant plusieurs secondes. Et il y en a aussi qui apparaissent lorsque l'on clique sur un lien en particulier sur la page. On les appelle aussi fenêtres surgissantes ou fenêtres incrustées. Et dans la plupart des cas, l'idée, c'est de montrer du contenu supplémentaire sans fermer la fenêtre principale. Et comme je l'ai dit, ça existe depuis très très longtemps. Donc il y a deux termes qui sont apparus au fur et à mesure de l'évolution de ces fenêtres, ce sont les pop-up et les pop-in. Et aujourd'hui, ces deux termes-là, ils sont utilisés indifféremment, en fait, parce que, à force de l'avoir dans notre évolution, enfin dans notre langage, c'est devenu un peu les termes de tous les jours. Mais on oublie aussi la différence technique qu'il y avait avant, à l'origine, qui a provoqué l'apparition de ces deux termes-là. Donc on va commencer par la pop-up. La pop-up, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre dans le navigateur, au-dessus de la fenêtre qui est visitée, et elle correspond en général à un contenu qui est diffusé par un autre serveur que celui du site sur lequel vous visitez. Et aux alentours des années 2000, les pop-up ont été abusivement utilisés pour diffuser de la publicité ou tout autre contenu. Et on pouvait se retrouver dans ce genre de situation qui était vraiment très contraignant et très désagréable pour les utilisateurs. Et donc, au fur et à mesure du temps, les navigateurs ont décidé de bloquer l'affichage de ces pop-up. Et au final, c'était une contrainte pour toutes les personnes qui intègrent ce type de fenêtre parce qu'on supprimait quelque part la capacité de pouvoir afficher un contenu d'une autre manière. Et donc, du coup, c'est dommage parce que, du coup, on perdait cette capacité de visibilité et parce que c'était très intrusif. Je vais repasser avant, pardon.
C'était très intrusif, c'était donc bloqué par les navigateurs et aussi aujourd'hui au niveau SEO, c'est complètement à proscrire. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Et donc suite à ça, il y a les pop-ins qui sont arrivés. Les pop-ins qui permettent elles aussi d'afficher des éléments par-dessus une page. Mais la différence, c'est qu'au lieu de se dire que c'est le navigateur qui doit ouvrir une nouvelle fenêtre externe, ce type de fenêtre-là que l'on voit ici, par exemple, là j'ai pris une fenêtre qui s'ouvre à l'ouverture du site Shein. Ce type de fenêtres-là, elles sont affichées en surimpression, on peut dire en surexposition. Et donc du coup, ça permet de conserver l'avantage potentiel de visibilité pour pouvoir afficher des éléments par-dessus les autres, tout en évitant le filtrage par le navigateur. Et donc avec ces deux termes-là, il y a aussi deux autres termes qui sont apparus distinctement pour désigner aussi ce type de fenêtres. Ce sont les fenêtres qui sont de type modal et les fenêtres de type non modal. Donc les fenêtres de type modal, là du coup, il faut faire aussi une distinction par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait du développement. Parce que quand on crée des composants, côté front, on a l'habitude de créer des composants modales. Mais là, ici, c'est plus une caractéristique de ce type de fenêtre plutôt qu'un composant. Et donc, ce type de fenêtre qu'on dit modal, c'est un élément qui est le seul à être interactif dans un document. Ça requiert toute l'attention de l'utilisateur. Tout le reste de la page est bloqué. On ne peut pas naviguer sur la page tant que l'on n'a pas effectué une action qui est définie dans la fenêtre. Donc on peut retrouver ce type de fenêtre un petit peu partout. Vous avez les fenêtres d'AD-blocker par exemple. Si vous ne validez pas l'action de désactiver AD-block, vous ne pouvez pas naviguer sur votre site en général. Vous avez aussi des fenêtres, par exemple pour le RGPD, qui peuvent être intégrées de cette manière-là, de valider le RGPD avant de pouvoir continuer à naviguer sur le site. Et donc les fenêtres de type non modal à côté, c'est l'inverse, ça laisse la possibilité à l'utilisateur de pouvoir continuer à interagir sur la page, même si la fenêtre est affichée par-dessus. Donc ça, ce sont généralement les fenêtres de type, tout ce qui est drop-down, tout le type, les notifications, etc., les bandeaux de cookies, les toasts. Donc tout ce type de fenêtres-là, qui sont en général plus petites, permettent ce type de comportement. Et donc là, j'ai listé quelques utilisations possibles de ce type de pop-in. Il y en a beaucoup. C'est quelque chose que l'on voit tous les jours, que l'on fait quotidiennement. Et donc c'est toujours avec des contenus divers et variés. Donc au final, quelle est l'utilité d'une fenêtre contextuelle aujourd'hui ? C'était surtout créé pour pouvoir mettre en avant des contenus. Lorsque l'on navigue sur les sites internet, on affiche beaucoup de contenus. L'utilisateur peut être noyé dans beaucoup d'informations. Et donc du coup, afficher une fenêtre pour lui donner une information précise, ça lui permet de se mettre en focus sur le message donné pour pouvoir effectuer une action. Donc comme je l'ai dit, ça lui permet de monopoliser rapidement l'attention de l'utilisateur et de l'inciter à effectuer une action bien déterminée. Vous pouvez trouver ce genre d'exemple pour les fenêtres d'inscription à la newsletter. Ou alors des fenêtres qui proposent une offre où vous devez valider par oui ou par non. Et donc en plus de ça, faut dire que ça rajoute quand même de la profondeur et de l'interactivité quand on navigue sur des sites internet. Donc le constat qu'on voit de ça aujourd'hui, quand on est de l'autre côté, quand on est côté développement. Ce qu'on voit, c'est que nous, de notre côté, pour gérer l'intégration de ce type d'éléments, on doit faire attention à la sémantique HTML. Et il faut aussi qu'on fasse attention à la façon dont ça fonctionne. Et donc pour cela, on doit rajouter des scripts pour gérer différents états, que ce soit le focus, lorsque l'on navigue à l'intérieur, que ce soit l'ouverture, la fermeture de ces fenêtres. Il y a aussi la partie accessibilité et gérer la combinaison de touches clavier pour pouvoir naviguer. Pareil pour tout ce qui est ouverture et fermeture.
Et donc on peut dire que cette intégration est quand même fastidieuse. Elle est fastidieuse parce que du coup on a des multiples implémentations possibles. Chaque personne a la possibilité d'intégrer en fait ce type de fenêtre comme on veut. Il n'y a pas de consensus. Si je prends n'importe quel développeur qui est dans cette salle et que j'en cible deux, que je lui demande de me dire comment est-ce qu'il intègre ces fenêtres, à tous les coups, il me donnera, j'aurai deux réponses différentes. Sauf si vous avez vu le magicien ou d'hier, et là, je croirais un petit peu à l'arnaque quand même. Donc au final, il y a zéro normalisation. Et donc du coup, on se dit avec ça, comment faire alors? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et donc du coup, les personnes qui ont travaillé sur cette API Popover, ils ont réfléchi à ces questions. Et au final, l'apport de cette API nous pose une question, c'est est-ce que finalement le navigateur ne pourrait pas réaliser une partie du travail pour nous décharger et pour nous aider au mieux à intégrer ce type d'éléments. Et donc on va passer à Popover API, l'élu. Petite référence à Matrix. Popover API, donc c'est une interface JavaScript qui permet aux développeurs de créer, de générer facilement les popovers. C'est un ensemble de méthodes et de propriétés qui nous sont fournies pour pouvoir gérer principalement trois parties. La partie, le positionnement de la popover, son apparence également, et aussi son comportement. Et en gros, avec cette API, l'idée de ce qu'on nous vend, en tout cas, c'est qu'à partir de maintenant, quand on utilise cette API, on n'a plus besoin de créer nos propres composants modaux, les fenêtres contextuelles à partir de zéro. Ils seront natifs des navigateurs et donc du coup, toutes les personnes pourront l'intégrer en partie de la même manière. Donc au niveau implémentation, comment ça se passe? Donc là, j'ai pris un exemple d'implémentation qui est assez simple, avec les valeurs par défaut et un affichage par défaut. Donc pour pouvoir utiliser les valeurs par défaut et intégrer un simple popover, il faut trois éléments. Il faut l'attribut popover qui va permettre de définir en fait le conteneur qui sera affiché au moment où on va cliquer sur le bouton. Un ID sur l'élément qui va contenir le popover et un popover target qui va contenir la valeur de l'ID de l'élément pour pouvoir faire la connexion entre le bouton et le popover. Et donc si je montre le code rapidement, ça lag un petit peu. Et donc là, pour cette première fenêtre popover, donc là, si je clique sur le bouton, voilà, on a une première fenêtre popover, donc du coup qui est générée sans CSS, sans JavaScript, juste le bouton avec le contenu. On a la possibilité de la fermer et aussi la rouvrir en cliquant sur le bouton. On peut aussi la fermer en cliquant sur une zone à l'extérieur du popover. Et aussi, on peut également, comme j'ai dit, le fermer aussi en appuyant sur le bouton échappe du clavier. Voilà. Et donc concrètement, comment ça fonctionne? On a une div popover qui est invisible au chargement de la page. Quand on clique sur le bouton pour pouvoir afficher le popover, on a la bascule qui se fait avec le popover target qui permet de faire l'affichage et le non-affichage de l'élément. Les éléments popover, ils sont rendus dans le top layer. Donc pour info, le top layer, c'est une couche d'empilement qui est au-dessus de l'ensemble du document. Ça existe c'est récent, ça existe depuis l'an dernier, et ça permet pour certains éléments de les afficher au-dessus de tout le reste. Et donc l'élément popover en fait partie.
Il y a un autre élément qui en fait partie aussi, et ça, vous le verrez aussi par la suite. Et en tout cas, ça permet en fait de ne pas avoir à gérer les propriétés d'overflow et de z-index pour pouvoir afficher les éléments et faire en sorte que ça s'affiche toujours par-dessus tout le reste. Et donc, c'est représenté de cette manière-là. Donc là, j'ai pris une capture sur Chrome. Quand vous inspectez l'élément popover, vous pouvez voir tout le code. Et donc, il y a une partie ici, top layer ici, qui affiche la div, et vous verrez plus tard aussi la propriété, le pseudo élément backdrop. Et quand on clique sur le bouton Reveal ici, ça nous redirige vers la div qui a l'ID popover, et ça nous indique bien qu'il est dans l'élément top layer. Il n'y a qu'un seul élément dans mon exemple qui est dans le top layer. Donc là, c'était l'implémentation par défaut. Et maintenant, évidemment, il y a des options que l'on peut utiliser pour rendre ça un petit peu plus personnalisé et avoir un petit peu plus de contrôle. Donc pour commencer, il y a les invoqueurs. Les invoqueurs, ce sont 3 attributs. Le popover target action, qui peut avoir comme valeur show ou hide, ou la valeur toggle, qui est la valeur par défaut. Donc show pour pouvoir afficher le popover et hide pour pouvoir le masquer. Et on a aussi une autre propriété qui est le popover manual, qui va permettre en fait de pouvoir afficher la popover et de pouvoir gérer le fait de fermer ou non la popover si on clique sur une zone à l'extérieur de la fenêtre. Donc si je vous montre ça, donc du coup dans cet exemple-là, j'ai l'exemple avec le popover et les deux attributs popover target, hide et show. Donc là, si je clique sur le bouton, j'ai mon popover qui s'affiche. Et là déjà, vous voyez que je ne peux plus fermer la popover si je clique en dehors de la zone. C'est parce que du coup, j'ai décidé de le gérer manuellement. Si je veux fermer la popover, je suis obligé soit d'insérer un bouton fermé comme je l'ai fait ici, soit de pouvoir j'ai ajouté un script pour pouvoir le fermer. Mais en tout cas, avec ces options-là, ce n'est plus automatique. Et donc du coup, avec le popover manual, c'est pareil. Donc du coup, avec cet exemple-là, je ne peux pas non plus fermer la modale si je clique à l'extérieur de la zone. Donc ça, c'était la partie intégration très simple de la popover. Ce que nous promet aussi l'affichage de la popover, c'est la partie accessibilité. Pour l'accessibilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir la possibilité de fermer la fenêtre si on clique sur certaines touches du clavier. On a n'importe quel élément qui peut devenir popover, c'est-à-dire que ce soit une div, un paragraphe, un span, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir n'importe quel élément HTML qui va devenir un popover. Lorsque les éléments popover sont ouverts, il devient le prochain élément focalisable. Donc quand vous ouvrez la popover et que vous voulez naviguer avec les touches tabulation, la navigation va se faire par défaut et va sélectionner le premier élément qui se trouve à l'intérieur de la fenêtre contextuelle. Et donc, comme je l'ai dit, ça peut se fermer de 2 manières, soit en cliquant sur échappe, soit en cliquant à l'extérieur. Et ça, c'est en fonction de l'option que vous aurez choisie. Et la partie CSS dans tout ça. Parce que du coup, là, pour l'instant, on a parlé d'HTML, on a parlé un petit peu de l'accessibilité, mais évidemment, il y a du style que l'on peut intégrer là-dessus aussi, et c'est aussi intéressant de pouvoir s'y pencher.
Donc le style par défaut de la popover, comme vous l'avez vu sur l'exemple que je vous ai montré, c'est sur fond blanc avec une bordure de 2 pixels par défaut et c'est positionné au centre de l'interface. Évidemment, c'est personnalisable. On peut jouer sur sa taille, sur son arrière-plan, sur la position, etc. pour pouvoir rajouter du style à la popover et le gérer de la manière qu'on veut. Et donc avec l'attribut popover que l'on ajoute, l'élément est d'abord en display none et ensuite, lorsque l'élément est affiché, il passe en position fixe. Il y a 2 propriétés qui ont été rajoutées pour pouvoir gérer la popover en CSS. Donc il y a le pseudo-sélecteur backdrop qui va vous permettre de rajouter l'équivalent d'un overlay. Donc rajouter un calque derrière votre popover pour pouvoir rajouter une couleur de fond, pour pouvoir bien identifier votre popover qui sera bien positionné. Et cet élément, de la même manière que pour le popover, il est situé également dans le top layer. C'est ce que vous avez pu voir dans la capture où je vous ai montré le code source avec les 2 points backdrop qui est affiché. Et on peut également animer le popover. Donc, pour l'animation, pour l'instant, on peut le rajouter par nous-mêmes en CSS. Aujourd'hui, il n'y a pas de style d'animation qui sont gérés nativement pour le popover. Et donc, du coup, là, dans l'exemple que je vous montre à droite, j'ai rajouté un style pour pouvoir ajouter une transition au moment de l'entrée avant que mon popover soit affiché, au moment où ça s'affiche, et ensuite à la sortie. Et donc, du coup, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, j'ai rajouté la transition qui me permet de faire un slide pour pouvoir afficher ma popover. Et j'ai la même chose à la sortie. Donc au final, avec tout ça, qu'est-ce que concrètement, jusqu'à maintenant, Popover API nous apporte? Aujourd'hui, par rapport aux problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, qu'est-ce que ça résout? La saisie manuelle du z-index, on n'a plus besoin de le faire parce que du coup, le contexte d'empilement est intégré nativement à Popover API. Tout ce qui est ouverture et fermeture de la fenêtre en utilisant des scripts que nous-mêmes on code, c'est géré nativement par l'API Popover. Et du coup, en plus, il a rajouté la propriété qu'on appelle Light Dismissed qui permet de fermer la Popover quand on clique sur une zone extérieure. Le focus manuel à l'ouverture, pareil, c'est géré nativement par l'API Popover. Les combinaisons manuelles au clavier, il y en a certaines qui sont gérées par l'API Popover et pas d'autres. Et pour les liaisons manuelles entre les composants accessibles, eh bien, on a pu voir avec les différents attributs que l'on rajoute que c'est géré aussi nativement par le navigateur, on n'a plus besoin de le faire. Et donc tout ça, on le fait sans JavaScript. Et ça, c'est plutôt chouette. Ce qui nous permet du coup de réserver le JavaScript pour des choses beaucoup plus complexes. Ça, c'était bien, mais ça apporte quand même certaines limites au Popover API. De ce que j'ai pu voir, pour moi, les limites que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une réactivité qui est partielle. Donc, il y a certains éléments interactifs, réactifs qui sont rajoutés à l'API Popover, mais du coup, il n'y a pas tout. Et donc, si on veut faire des choses qui sont beaucoup plus complexes, ou des choses qui sont spécifiques par rapport à un besoin que vous pouvez avoir dans votre projet, ben on est quand même obligé de passer par des éléments, par des scripts qui sont spécifiques. Pour la partie accessibilité, ça gère une partie, pareil, mais du coup, il faut quand même, quand on utilise les Popover, faire en sorte que ça soit accessible pour les personnes qui sont en situation de handicap, donc toujours prévoir un affichage alternatif pour cette catégorie de personnes. Et comme je l'ai dit, pour les animations, il n'y en a pas encore. Ça va arriver prochainement. Il y a toujours des champs de travail sur ce sujet-là. Les animations en font partie, les invoqueurs aussi en font partie. Même si on en a déjà aujourd'hui, ils sont déjà en train de réfléchir à d'autres façons de nommer les invoqueurs et d'autres façons de pouvoir les intégrer. Mais du coup, ça, oui, les animations, ce n'est pas encore pris en charge.
Et donc on doit les rajouter nous-mêmes, ce qui fait que quand on affiche les popovers la première fois, la vue est quand même assez choquante, c'est assez brut, il n'y a aucune fluidité entre le moment où on l'affiche et au moment où on le cache. Et donc on pourrait se demander maintenant, si quand on utilise et qu'on veut intégrer des fenêtres contextuelles, est-ce qu'on doit les intégrer tout le temps? Est-ce qu'on doit toujours utiliser des popovers pour pouvoir utiliser et afficher ce type de contenu? Eh bien, pas forcément. Pas forcément parce que, comme je l'ai dit au début, ce système-là, il existe depuis longtemps. Et avant, Popover n'existait pas. On arrivait quand même à le faire, de façon plus ou moins bien. Et du coup, il y avait l'élément HTML dialogue pour ça. Et donc, on va voir aussi cette alternative, le HTML dialogue, et voir la différence qu'il y a avec l'API Popover pour pouvoir déterminer, essayer de déterminer en tout cas lequel on doit utiliser en fonction des cas. Donc l'élément HTML dialogue, c'est aussi un composant qui permet d'apporter une information à l'utilisateur et de l'afficher par-dessus une fenêtre, comme pour le popover. Et il a été introduit avec l'arrivée d'HTML5. Et donc c'est une boîte de dialogue que l'on peut créer assez simplement aussi quand on fait de l'intégration sur nos pages web. Et ces spécifications de HTML, API HTML Element, peuvent être de deux types. Comme on l'a pu le voir pour le popover, ça sera de type modal ou non modal. Mais là, pour le HTML dialogue, il faut bien prendre ça en compte parce que non seulement ces deux types sont bien distincts, mais ça l'est aussi dans le code. Donc ça, ce sont les deux types de dialogues qui existent. Ce sont les mêmes références dont je vous ai parlé au début de la présentation. L'un permet de rendre une page complètement inerte, de ne plus naviguer sur la page tant que l'on n'a pas fermé la fenêtre, et l'autre qui permet de pouvoir quand même naviguer même si la boîte de dialogue est ouverte. Et donc, avec ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les dialogues qui sont considérés comme non modaux sont aussi classés comme des popovers. Et là, c'est le début des problèmes. Parce que du coup, on se retrouve avec une nouvelle API popover sur laquelle on peut utiliser un attribut popover pour mettre là où on veut. On a un API HTML Element qui peuvent être de type popover ou pas de type popover, ce qui veut dire que potentiellement, je pourrais utiliser mon élément dialogue de type popover aussi. Et du coup, qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser une div popover d'un élément dialogue popover? Et donc ça, c'est une distinction qui est assez compliquée. Et du coup, c'est pas facile pour les développeurs qui se retrouvent confrontés dans cette situation de savoir quelle est la meilleure solution. Donc rapidement, rappelez comment l'élément dialogue s'intègre dans une page. Donc ça n'apparaît pas directement sur la page. Pour le rendre visible, il faut rajouter l'attribut open. Et donc de la même manière que pour le popover, ça s'affiche aussi, ils ont repris, je pense, le même style, pardon, j'ai inversé, avec une fenêtre avec des bordures sur fond blanc. Donc là, je l'ai affiché par défaut. Mais donc du coup, ça veut dire que si je veux gérer l'interaction, le cacher et l'afficher, là, par contre, il va falloir que j'utilise des scripts, parce que du coup, ce n'est pas géré par défaut. Donc pour cela, il y a différentes méthodes qui existent de l'API HTML Dialog Element. Donc il y a la méthode show qui permet d'ouvrir la modale qui sont de type non modal. Donc ce sont les fenêtres qui... Pardon. Allez. Donc je disais, donc la méthode show qui permet d'ouvrir les boîtes de dialogue qui sont non modales et la méthode show modal qui permet d'ouvrir les dialogues de type modal. Donc il va bien falloir choisir la bonne méthode à utiliser si vous voulez bloquer l'utilisateur
tant qu'il n'a pas effectué son action, ou si vous voulez le laisser avoir la possibilité de continuer à naviguer malgré tout. Et donc le close pour fermer la boîte de dialogue. Il y a aussi des événements qui existent, mais là je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus ici. Et niveau CSS, comment ça se passe? De la même manière que pour le popover, on peut utiliser le pseudo élément backdrop pour pouvoir gérer l'overlay. Donc de la même manière, comme je le disais, que pour le popover, le dialogue, ça fait partie des éléments qui s'affichent aussi dans le top layer. Et donc du coup, ça va rajouter également ce calque supplémentaire pour pouvoir afficher un background de fond, pour pouvoir bien visualiser votre modal. Et donc du coup, ça pareil, vous n'aurez plus besoin, il n'y a pas besoin de rajouter un autre élément HTML ou de passer par des points before-after pour pouvoir afficher cet overlay. Et on peut également cibler un modal dialogue. Et donc pour ça, on utilise le deuxième pseudo-sélecteur qui est le 2 points modal. Le 2 points modal, il est spécifiquement utilisé pour pouvoir cibler les modals qui sont de type modal. Et donc du coup, qu'on ouvre avec l'API showModal. Si on veut essayer de sélectionner l'autre type de modal, ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vous ai fait un petit exemple de cookie banner qu'on gère avec les deux types d'ouverture possibles, de type modal et de type non modal. Donc là, si je l'affiche de cette fenêtre de type modal, là, j'ai rajouté sur le bouton une action pour pouvoir fermer la fenêtre. Donc là, vous voyez bien que du coup, on est obligé de passer par du JavaScript pour pouvoir gérer ce type d'action. Et donc j'ai utilisé les méthodes dont je vous ai citées auparavant. Donc là, pour les fenêtres de type non modal, comme vous le voyez, on peut continuer d'interagir sur la page. Je peux sélectionner le texte qui est ici, et je peux la fermer, il n'y a aucun souci. Par contre, si je resélectionne l'autre, celle qui est de type modal, on est bloqué, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire tant que l'on n'a pas fermé la fenêtre. Donc en réalité, on peut également utiliser les éléments de type dialogue pour pouvoir aussi intégrer ce type d'éléments. Mais du coup, au final, avant de passer à la différence entre les deux, quels sont les avantages du dialogue aujourd'hui? C'est simple et c'est facile d'implémentation et d'utilisation. Les limites, concrètement, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge des interactions complexes de l'interface utilisateur. On doit rajouter le code nous-mêmes. Et donc, du coup, on a recours à des implémentations personnalisées ou alors utiliser des librairies externes. Donc, finalement, lequel est le mieux entre les deux? Dans quel cas utiliser l'un ou l'autre? Donc là, si je recite les différences que l'on peut voir entre dialogue et popover, l'élément dialogue, il faut utiliser des méthodes pour pouvoir gérer l'ouverture et la fermeture. Donc ça s'ouvre avec showModal. Sur popover, on utilise les attributs déclaratifs, popover target. Pareil pour la fermeture, on utilise aussi popover target avec une valeur différente. Pour les dialogues, on doit le fermer avec une méthode close. Les éléments dialogue rendent la page inerte, là où l'attribut popover ne la rend pas inerte. Sur l'élément dialogue, c'est incompatible du coup avec la fonctionnalité light dismiss, ce n'est pas intégré par défaut. Si on veut faire ça, il faut rajouter du script, là où l'attribut popover l'intègre par défaut. Et donc pour les styles, on peut styliser l'état ouvert avec l'attribut open. Là où avec popover, on a un autre type d'attribut qui est spécifique à popover, qui est popover-open. Et aussi, dernier point, c'est au niveau de la sémantique.
L'élément dialogue, c'est un élément HTML. Ça représente sémantiquement un composant qui est interactif. Son rôle, c'est de bloquer l'interaction avec le reste de la page. L'élément popover, lui, il n'a aucune sémantique directement. C'est juste un attribut que vous ajoutez sur n'importe quel élément qui, lui, va avoir un rôle sémantique. Et donc, du coup, ça va être à nous de jouer en fait, et de savoir à quel moment on utilise l'attribut popover sur un élément qui a une sémantique particulière. Et donc là, j'ai fait un exemple ici à côté où j'ai créé c'est toujours les cookies consent, du coup. Et donc, du coup, là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'élément dialogue. Donc là, on a la capacité d'utiliser l'élément HTML dialogue, de le coupler avec le popover. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'utiliser les méthodes JavaScript de l'API HTML Dialog Element pour pouvoir gérer l'interaction, l'ouverture et la fermeture de la popover. Je peux utiliser l'avantage que m'apporte popover avec le rôle sémantique du composant dialogue. Et donc, du coup, ça donne ça. Ça donnera ça quand j'y arriverai. Voilà. Donc là, j'ai repris l'exemple que je vous ai montré avant avec les cookies consent. C'est toujours la même fenêtre de cookies. Mais du coup, j'ai supprimé tout le JS qu'il y avait à droite, où j'utilisais les méthodes de l'API HTML Dialog Element pour pouvoir utiliser ce que popover m'apporte. Et donc du coup, grâce aux attributs popover que j'ai rajoutés sur la div qui affiche les cookies, sur les boutons pour pouvoir gérer l'ouverture et la fermeture, au final, pour pouvoir afficher les cookies de manière simple, sans une interaction complexe, et en fait c'est possible. Donc au final, la question se pose toujours, quand est-ce qu'on utilise les boîtes de dialogue avec l'élément HTML dialogue, quand est-ce qu'on utilise des popovers? Question pas simple, réponse pas simple non plus. Ça va dépendre de plusieurs choses. Il y a plusieurs points, ça va dépendre de l'expérience utilisateur qui est spécifique, ça va dépendre du besoin que vous avez sur votre projet aussi. Si, dans mon avis, si vous partez sur un besoin simple, un composant simple, avec une prise en charge qui est étendue par le navigateur, qui existe depuis longtemps, où vous n'avez pas de doute sur le fonctionnel, vous pouvez partir, je pense, sur l'élément dialogue. C'est un choix qui sera approprié. Si vous voulez partir sur plus d'interaction, de personnalisation, des chargements qui sont dynamiques, des choses qui sont gérées par les navigateurs, où vous aurez moins de choses à faire aussi, l'API Popover, ça offre aussi cette flexibilité-là. Et donc, du coup, il y a un contrôle minimum nécessaire qui est intégré, et donc vous n'aurez plus qu'à faire le reste. Le troisième point à voir aussi, c'est si l'utilisateur a le droit d'ignorer ce composant ou pas. Si on doit bloquer l'utilisateur tant que la fenêtre n'est pas fermée, autant passer par un élément dialogue, parce que quelque part, il est là pour ça aussi. C'est un élément qui est utilisé pour afficher des éléments qui sont importants, des éléments qui peuvent alerter. Là où popover, comme on peut le mettre sur n'importe quel élément, ça peut être un élément important ou pas, ça a moins de poids. Donc l'élément dialogue sera plus approprié dans ce cas-là. Si vous êtes dans l'autre cas, peut-être vous pourriez partir sur l'attribut popover. Et le dernier point aussi à voir, c'est la sensibilité de la plateforme. Sur les navigateurs desktop, ça ne pose pas trop de soucis, mais quand vous êtes sur mobile, sur tablette, afficher une fenêtre qui va bloquer l'utilisateur sur son site web pour pouvoir naviguer tant qu'il n'aura pas cliqué sur le bouton, c'est un petit peu trop violent. Donc du coup, en général, on évite de faire ça, on évite d'utiliser, d'intégrer des fenêtres qui vont bloquer complètement la navigation de l'utilisateur. Donc dans ces cas-là, migrez plutôt sur des éléments non modo sur les popovers. Donc peut-être, dans certains cas, vous auriez peut-être l'occasion de soit passer sur le dialogue dans un cas sur le desktop, peut-être sur le popover sur mobile, peut-être sur le popover dans tous les cas. Ça sera à vous de voir, de jauger en fonction de votre besoin, de la situation.
Et donc pour faire une synthèse de tout ça, donc Popover, c'est une nouvelle API. Une nouvelle API qui est sortie récemment, qui permet de créer des interfaces utilisateurs qui sont personnalisées, qui sont attrayantes, qui avant nécessitaient beaucoup de JavaScript et de CSS, qui aujourd'hui nous déchargent un petit peu de ça. Ça permet de mieux gérer l'intégration de ces éléments. Ça apporte une nouvelle façon de l'intégrer qui sera peut-être à terme commune à tous les développeurs, toutes les personnes qui intègrent ce type d'éléments-là. Ça peut transformer n'importe quel élément en un élément de couche supérieure. Ça, c'est important de rappeler que dès que l'on intègre ça, ça va dans le top layer. Il y a une différence du coup qui est quand même subtile entre l'élément dialogue et l'élément popover. On a pu voir ensemble un peu les différences et les similitudes. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est un petit peu compliqué de voir la différence entre les deux et de bien voir à quel moment on va s'en servir. Par exemple, les boîtes de dialogue qui sont no modal peuvent fonctionner comme des popovers. Et les boîtes de dialogue qui sont modal peuvent marcher aussi comme des popovers. Donc on peut très vite s'embrouiller avec ça. Et il faut vraiment bien faire la distinction des choses entre tout ce qui nous est possible de faire. Cette nouvelle approche-là aussi, ça apporte un petit peu une ouverture parce que du coup, là, avec l'arrivée de l'API Popover, ça permet aujourd'hui de pouvoir gérer les comportements qui sont modaux. Et donc aujourd'hui, ils ont intégré ça par défaut dans le navigateur. Peut-être que plus tard, peut-être qu'ils y travaillent déjà, je ne sais pas, ils pourront éliminer le besoin en fait, d'utiliser des librairies externes, d'utiliser des scripts custom pour pouvoir basculer de l'autre côté et qu'on nous laisse aussi la possibilité de pouvoir intégrer des éléments non modaux de manière native dans le navigateur pour aussi nous décharger de ce travail-là et que l'on ait beaucoup plus de choses à faire dans d'autres domaines. Donc c'est une API qui est encore nouvelle. Donc, même si elle est plutôt bien couverte dans les navigateurs, aujourd'hui on est à peu près à 85% de ce que j'ai vu dernièrement sur Can I Use. Et il y a même d'autres nouvelles fonctionnalités qui continuent d'arriver. Par exemple, la possibilité de pouvoir fermer la fenêtre à l'extérieur de la zone, ça c'est accessible depuis seulement fin avril de cette année. Donc c'est vraiment tout frais, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, mais plutôt en version expérimentale sur Canary. Et ça fait seulement 2 mois que c'est vraiment disponible pour tous les navigateurs. Donc ça continue de progresser, ils continuent de rajouter des choses, et donc c'est à nous aussi de surveiller ça et de voir ce qu'ils peuvent continuer de nous apporter pour pouvoir améliorer notre intégration. Et donc avec tout ça, quand même faire attention à la production, de toujours prévoir un backup au cas où si ça ne s'affiche pas d'une manière ou d'une autre. Et donc pour finir, c'est toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir comment vous utilisez les popovers. J'espère que c'est quelque chose que peut-être vous faites déjà, peut-être que c'est quelque chose que vous avez découvert aujourd'hui et que ça vous a permis d'avoir déjà une première approche et un bon panel de ce que l'on est capable de faire avec ça aujourd'hui. Et merci à tous.